Le rugissement de 4 moteurs Mamori résonne sur la piste, tandis que le premier bombardier lourd du Japon, le Nakajima Shinzan, peine sur 4200 pieds de béton. Avec un poids à vide de 44 313 livres, il est de 8000 livres plus lourd que la forteresse volante B-17 américaine. Le pilote d'essai lutte contre des commandes paresseuses, alors que l'avion massif s'arrache finalement au ciel, grimpant à peine 500 pieds par minute, la moitié du taux d'un bombardier américain. Dans les hangars en contrebas, l'ingénieur en chef Kenichi Matsumura observe à travers des jumelles son carnet rempli de calculs qui auraient dû prédire ce moment. Le Japon avait acheté l'unique prototype Douglas DC-4E en 1939 pour 275 000 $, convaincu d'avoir acquis le plan de la suprématie aérienne américaine. 2 ans de rétro-ingénierie, des centaines de travailleurs qualifiés, les meilleurs matériaux que le Japon pouvait allouer, tout cela pour construire leur propre version de l'excellence américaine. Mais alors que le Shinzan disparaît dans la brume matinale, maintenant à peine son altitude, une vérité dévastatrice devient claire. Parfois, copier la technologie américaine ne suffit pas. Il faut comprendre pourquoi l'Amérique l'a construite ainsi en premier lieu. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'aérodrome d'Ota, alors que Kenichi Matsumura ajustait son chronomètre, se préparant à être témoin de ce que le quartier général de la marine impériale japonaise croyait être leur réponse au bombardement stratégique américain. La date était le 8 avril 1941, et le massif Nakajima G5N Shinzan était posé au bout de la piste, comme une montagne métallique. Ses 4 moteurs Mamori déjà en train de chauffer, avec de profonds grondements gutturaux qui vibraient à travers le béton sous ses pieds. Matsumura avait passé 18 mois à superviser chaque rivet et fil de cet avion, poussé par une obsession singulière qui avait consumé l'industrie aéronautique japonaise depuis le début de la planification de Pearl Harbor. Les Américains possédaient quelque chose dont le Japon avait désespérément besoin. La capacité de frapper des cibles industrielles à 2000 miles de leur balle. La B-17 forteresse volante représentait tout ce qui manquait au Japon. Des moteurs fiables, une puissance de feu défensive et, plus crucialement, la portée opérationnelle pour porter la guerre sur le sol ennemi. Debout à côté de la piste, presse-papier en main, Matsumura regardait le commandant Katsuaki Kira compléter sa liste de vérifications pré-vol dans le cockpit du Shinzan. Le bombardier s'étendait sur 138 pieds du nez à la queue, sa peau d'aluminium argenté brillant dans la lumière matinale. Sur le papier, les spécifications semblaient formidables. 4000 kg de capacité de bombe, 3500 miles de portée, armement défensif positionné pour déchiqueter les chasseurs intercepteurs. Les officiers d'approvisionnement de la marine l'avaient appelé le vainqueur de guerre du Japon. L'avion qui mettrait l'industrie américaine à genoux. Mais les carnets d'ingénierie de Matsumura racontaient une histoire différente, remplie de calculs qui le troublaient depuis des semaines. Poids vide, 44 313 livres. Les rapports de renseignement sur les B-17G capturés montraient que les bombardiers américains ne pesaient que 36 135 livres sans carburant ni munitions. 8000 livres plus lourds pour la même mission. Une divergence qui violait chaque principe de conception d'avion qu'il avait appris au cours de sa carrière de 20 ans. Les moteurs Mamori atteignirent leur pleine puissance avec un son comme un tonnerre soutenu. Chacun des 4 radios produisant 1870 chevaux-vapeur, 7480 chevaux-vapeur au total, pour soulever 62 600 livres au poids de décollage maximum. Matsumura fit l'arithmétique automatiquement. 120 chevaux-vapeur par 1000 livres. Le B-17G atteignait 133 chevaux-vapeur par 1000 livres avec ses Wright Cyclone. Et ces moteurs américains s'étaient révélés fiables à travers des centaines de missions de combat au-dessus de l'Europe. Le commandant Kira relâcha les freins et le Shinzan commença sa course au décollage. Lentement au début, puis avec un élan croissant qui semblait durer une éternité. 1000 pieds le long de la piste, 2000 pieds, 3000 pieds. Le chronomètre de Matsumura montrait le bombardier consommant 4200 pieds de béton avant que la roue avant ne se soulève enfin. Un B-17 nécessitait 2200 pieds dans des conditions similaires. La moitié de la distance pour 2 fois la fiabilité. Le Shinzan grimpait à ce qui ne pouvait être décrit que comme un rythme réticent, gagnant de l'altitude à peine 500 pieds par minute, tandis que le commandant Kira luttait contre des commandes qui répondaient comme si elles étaient immergées dans de l'huile épaisse. À travers ses jumelles, Matsumura pouvait voir le casque du pilote bouger constamment alors qu'il compensait la tendance du bombardier à se vautrer dans l'air plutôt qu'à voler avec détermination. Les B-17 américains grimpaient à 900 pieds par minute, leurs équipages rapportant que l'avion semblait impatient d'atteindre l'altitude de bombardement. Alors que le Shinzan disparaissait dans la brume matinale, luttant pour maintenir sa montée laborieuse, Matsumura comprit enfin l'ampleur de l'erreur du Japon. 2 ans plus tôt, en 1939, les négociateurs japonais avaient acheté l'unique prototype Douglas DC-4E pour 275 000 $, croyant avoir acquis le plan de la suprématie aérienne américaine. Le massif avion de ligne quadrimoteur avait semblé parfait pour une adaptation à un usage militaire. 138 pieds d'envergure, construction entièrement métallique,
train d'atterrissage tricycle et 4 moteurs puissants disposés dans la même configuration que le B-17. Mais le DC-4E avait été rejeté par American Airlines, jugé trop complexe et coûteux pour les opérations commerciales. United Airlines, Eastern Airlines et American Airlines avaient tous examiné le prototype et conclu qu'il était surconçu, suringénierié et fondamentalement inadapté à un service rentable. L'avion, que le Japon pensait représenter le sommet de la technologie américaine, était en réalité l'échec le plus coûteux de l'industrie américaine. L'équipe de Matsumura avait effectué la rétro-ingénierie de chaque composant du DC-4E avec une précision méticuleuse, supposant que la philosophie de conception américaine mettait l'accent sur la force brute plutôt que sur l'efficacité. Ils avaient renforcé des structures déjà surconçues, ajouté des positions défensives qui augmentaient le poids sans améliorer la capacité, et installé des moteurs qui produisaient une puissance adéquate mais manquaient de la fiabilité nécessaire pour des opérations de combat soutenues. Les radios Mamori tombaient en panne toutes les 50 heures de vol, nécessitant des révisions complètes qui consommaient des matériaux irremplaçables et de la main-d'œuvre qualifiée. Les Wright Cyclone en service américain fonctionnaient systématiquement pendant 400 heures entre les maintenances majeures. L'ironie était dévastatrice. Le Japon avait passé 2 ans et des millions de yens à copier un avion que les Américains avaient abandonné comme commercialement non viable, puis l'avait rendu encore plus lourd et plus complexe au nom de l'adaptation militaire. Chaque calcul dans les carnets de Matsumura confirmait ce que le test de vol du matin avait démontré. Le Shinzan était fondamentalement défectueux. Un magnifique exemple d'ingénierie de précision appliquée à la mauvaise fondation. Des interférences radio crépitaient depuis la tour de contrôle, alors que le commandant Kira signalait sa position 20 minutes après le vol. Les tests de plafond pratiques viendraient plus tard, mais les premières indications suggéraient que le Shinzan peinerait à atteindre 24 000 pieds dans des conditions de combat. Les B-17 naviguaient régulièrement entre 25 et 30 000 pieds, utilisant l'altitude comme leur défense principale contre les chasseurs intercepteurs. Les bombardiers américains opéraient dans une bande d'altitude que les chasseurs japonais pouvaient à peine atteindre, transformant le ciel lui-même en terrain défensif. Alors que Matsumura retournait vers le hangar d'ingénierie, son esprit travaillait déjà sur les implications de l'échec du matin. Le Japon avait désespérément besoin de bombardiers stratégiques, mais copier la technologie américaine s'était révélé insuffisant. L'achat du DC-4E avait été basé sur l'hypothèse que l'acquisition de matériel ennemi transférait automatiquement la capacité ennemie. Mais la capacité ne résidait pas dans les plans, mais dans la philosophie industrielle qui créait ces plans. Les concepteurs d'avions américains ne construisaient pas simplement des machines volantes. Ils construisaient des machines volantes qui pouvaient être fabriquées par milliers, entretenues par des mécaniciens minimalement formés et exploitées de manière fiable dans des conditions de combat par des membres d'équipage de 20 ans. Les ingénieurs japonais construisaient des chefs-d'œuvre qui nécessitaient une attention constante d'artisans qualifiés. Des avions techniquement sophistiqués, nés opérationnellement fragiles. Le Shinzan n'entrerait jamais en production. Même alors que le commandant Kira terminait son vol d'essai et se préparait à l'atterrissage, Matsumura savait que la première tentative du Japon de copier la capacité de bombardement stratégique américaine avait échoué avant même de vraiment commencer. Mais l'échec, réalisa-t-il, pourrait enseigner des leçons que le succès ne pourrait jamais fournir. Le printemps arriva à l'usine Nakajima de Koizumi avec une urgence renouvelée, alimentée par la conviction inébranlable du quartier général de la marine que le programme de bombardiers stratégiques du Japon pouvait encore livrer la victoire. Malgré la performance décevante du Shinzan, l'état-major de l'amiral Isoroku Yamamoto avait émis de nouvelles directives qui frôlaient l'impossible. Développer un bombardier lourd capable d'atteindre le continent américain dans les 18 mois, ou voir la fenêtre d'opportunité du Japon se fermer à jamais. Kenichi Matsumura se retrouva à travailler 16 heures par jour. Son équipe d'ingénierie s'étendit à plus de 200 spécialistes qui avaient été retirés de chaque grand projet aéronautique au Japon. La foi de la marine dans le Shinzan restait inébranlée, basée sur des spécifications qui semblaient impressionnantes lorsqu'elles étaient tapées sur des documents d'approvisionnement officiels. 4000 kg de capacité de bombe, 3500 miles de portée opérationnelle, armement défensif consistant en 4 canons de 20 mm et 12 mitrailleuses de 7,7 mm. Sur le papier, l'avion semblait capable de dévaster les cibles industrielles américaines des Aléoutiennes à la Californie. Mais les données de tests de vol de Matsumura racontaient une histoire différente. Une qui devenait plus troublante à chaque mission. La vitesse maximale du Shinzan de 261 miles par heure le rendait vulnérable à n'importe quel avion de chasse moderne, tandis que son plafond pratique de 24 450 pieds le laissait exposé aux intercepteurs qui pouvaient attaquer d'en haut en toute impunité. Les P-38 Lightning américains, selon les rapports de renseignement capturés, pouvaient atteindre 39 000 pieds
et atteindre des vitesses dépassant 400 miles par heure dans les attaques en piqué. Les problèmes de fiabilité des moteurs se révélèrent encore plus dévastateurs que les lacunes de performance. Les radios Mamori nécessitaient des révisions complètes toutes les 50 heures de vol, consommant un alliage d'aluminium que le Japon pouvait à peine se permettre d'allouer. Chaque moteur contenait des composants usinés selon des tolérances qui exigeaient les travailleurs les plus qualifiés du Japon. Des hommes qui étaient désespérément nécessaires pour la production de chasseurs zéro alors que la guerre s'étendait à travers le Pacifique. Pire encore, les groupes motopropulseurs Mamori généraient de sévères vibrations qui desserraient les instruments, fissuraient les conduites de carburant et fatiguaient les structures de la cellule à un rythme alarmant. Les cyclones dans les B-17 capturés, en revanche, montraient des schémas d'usure cohérents avec 400 heures de fonctionnement entre les maintenances majeures. La philosophie de conception des moteurs américains mettait l'accent sur la fiabilité plutôt que sur les performances maximales, acceptant une puissance légèrement réduite en échange d'une disponibilité opérationnelle considérablement améliorée. Un escadron de B-17 pouvait maintenir la préparation au combat pendant des mois à la fois, tandis que les bombardiers Shinzan passeraient plus de temps dans les hangars de maintenance que sur des missions de combat. L'équipe de Matsumoto avait commencé à effectuer des examens détaillés des moteurs Wright R1820 retirés des B-17 abattus au-dessus des Philippines. Et les différences dans la philosophie de fabrication étaient immédiatement apparentes. Les cylindres américains utilisaient des conceptions d'ailettes de refroidissement plus simples, qui pouvaient être produites en masse sur des machines automatisées, tandis que les moteurs japonais présentaient des motifs de refroidissement complexes qui nécessitaient une finition manuelle individuelle par des maîtres artisans. Les bielles américaines étaient forgées à partir d'alliages d'acier standardisés, tandis que les bielles japonaises utilisaient des métaux exotiques qui amélioraient les performances mais créaient des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Le problème fondamental s'étendait au-delà des composants individuels à toute l'approche industrielle. Les fabricants d'avions américains concevaient pour la production de masse dès la phase initiale de la planche à dessin, créant des avions qui pouvaient être assemblés par des travailleurs avec une formation minimale, utilisant des outils et des procédures standardisées. Les concepteurs japonais optimisaient pour la performance et l'artisanat, créant des avions qui nécessitaient des artisans qualifiés à chaque étape de la production. Le résultat était des bombardiers qui performaient magnifiquement lorsqu'ils étaient neufs, mais se dégradaient rapidement dans des conditions de combat, nécessitant une attention constante de spécialistes qui était de plus en plus difficile à remplacer. À l'été de 1941, le programme Shinzan avait consommé des ressources équivalent à la construction de 300 chasseurs, mais n'avait produit que 6 bombardiers prototypes. Les taux de production qui semblaient adéquats pendant la planification en temps de paix se révélèrent catastrophiquement insuffisants, alors que la guerre s'épandait au-delà des projections initiales de quiconque. Les usines américaines livraient déjà des B-17 à des taux de 20 avions par mois depuis des lignes de production uniques, avec plusieurs installations prévues pour l'activation à mesure que les commandes militaires augmentaient. Le problème de poids, qui avait tourmenté le Shinzan dès son premier vol, continua de s'aggraver à mesure qu'un équipement supplémentaire était installé. La protection blindée pour les systèmes critiques ajouta 1200 livres. L'armement défensif amélioré contribua à 800 livres supplémentaires. Les réservoirs de carburant auto-obturants, essentiels pour la survie au-dessus du territoire ennemi, augmentèrent le poids à vide de 1500 livres. Chaque modification qui améliorait la capacité de combat réduisait les performances déjà marginales de l'avion, créant un cercle vicieux où les améliorations de survie rendaient le bombardier trop lent pour éviter les menaces contre lesquelles il était protégé. Les calculs de Matsumura montraient qu'un Shinzan entièrement chargé, transportant le maximum de carburant et de munitions, peinerait à maintenir l'altitude si même un moteur tombait en panne. Les caractéristiques de vol bimoteur frôlaient le dangereux, avec des performances monomoteurs qui rendaient les tentatives d'atterrissage réussies douteuses au mieux. Les équipages de B-17, selon les rapports de renseignement, ramenaient régulièrement des bombardiers endommagés à la maison sur 2 moteurs, revenant parfois même à la base après avoir perdu la moitié de leur groupe motopropulseur suite à l'action ennemie. La pénurie d'aluminium qui commença à affecter toute la production d'avions japonais à la fin de 1941 frappa le programme Shinzan avec une sévérité particulière. Chaque bombardier nécessitait 8 tonnes d'alliage d'aluminium, comparé à 5 tonnes pour un chasseur zéro ou 3 tonnes pour un bombardier d'armée typique. La capacité totale de production d'aluminium du Japon pouvait théoriquement soutenir 12 bombardiers Shinzan par mois, mais seulement si aucun autre avion n'était fabriqué simultanément. La réalité des priorités en temps de guerre signifiait que la production de bombardiers lourds était en concurrence directe avec les programmes de chasseurs qui étaient désespérément nécessaires pour la défense de la patrie. La production d'aluminium américaine, selon les estimations du renseignement, dépassait 900 000 tonnes par an en 1943. La production japonaise atteignit son sommet à 142 000 tonnes en 1944, créant un écart de ressources qui rendait la production de bombardiers à grande échelle impossible, indépendamment de l'efficacité de conception. Même si l'équipe de Matsumura avait créé un avion parfait,
Le Japon manquait de la capacité industrielle pour le construire en nombre significatif. L'impact psychologique sur son équipe d'ingénierie devint de plus en plus apparent alors que les vols d'essai continuaient de révéler des problèmes fondamentaux. Les travailleurs qui avaient passé des mois à perfectionner des composants individuels regardaient impuissants alors que leur artisanat était annulé par des défauts de conception systémique qui ne pouvaient être corrigés par des améliorations progressives. Le Shenzan nécessitait une refonte complète depuis les premiers principes, mais les calendriers d'approvisionnement de la marine ne laissaient aucun temps pour recommencer. À l'automne, Matsumura était parvenu à une conclusion qu'il n'osait pas exprimer lors des réunions officielles. Le Japon construisait le mauvais avion en utilisant les mauvaises méthodes pour la mauvaise situation stratégique. Le Shenzan représentait tout ce que l'ingénierie japonaise faisait bien. Fabrication de précision. Attention aux détails. Optimisation des composants individuels appliqués à une mission qui nécessitait tout ce que l'industrie japonaise faisait mal. Production de masse, maintenance simplifiée, conçue pour la fiabilité plutôt que la perfection. Les biceps capturés dans les hangars japonais offraient des rappels quotidiens d'une approche différente de l'ingénierie aéronautique. Mais comprendre la philosophie de conception américaine et la mettre en œuvre étaient des défis entièrement différents. Le Japon possédait les connaissances techniques pour construire de meilleurs bombardiers, mais manquait de l'infrastructure industrielle pour en construire suffisamment pour avoir une importance stratégique. Le biceps capturé arriva à l'installation de Nakajima dans un convoi de camions à plateforme en mars 1942. Sa peau en aluminium, portant des marques de brûlure, la pack de chasseur qui l'avait forcé à atterrir aux Philippines. Kenichi Matsumura se tenait à côté des portes du hangar tandis que les ouvriers manœuvraient soigneusement le bombardier intact à l'intérieur, ressentant un mélange d'anticipation et de crainte professionnelle. Pendant 18 mois, son équipe avait fait de l'ingénierie inverse du prototype DC-4E, supposant qu'ils comprenaient la philosophie de conception américaine. Maintenant, ils examineraient enfin la vraie chose. La forteresse volante semblait plus petite que prévu. Son envergure de 103 pieds, semblant presque délicate comparée à l'énorme envergure de 138 pieds du Shinzan. Mais alors que l'équipe d'inspection de Matsumura commençait son examen systématique, les véritables différences devinrent apparentes de manière qui remettait en question chaque hypothèse sur l'ingénierie américaine. Le poids à vide du biceps, de 36 135 livres, était de 8000 livres plus léger que le Shinzan, malgré un armement défensif et une capacité de carburant similaire. Matsumura supervisa personnellement le processus de retrait du moteur, observant les techniciens extraire soigneusement les radios R1820 cyclones corrects qui avaient propulsé cette forteresse particulière à travers des milliers de miles d'océan Pacifique. Chaque moteur pesait 1850 livres et produisait 1200 chevaux au réglage de décollage. Les moteurs Memorial du Shenzan pesaient 2100 livres chacun et généraient 1870 chevaux, créant un rapport puissance-poids qui semblait impressionnant jusqu'à ce qu'il soit comparé aux normes d'efficacité américaines. Les 6 cônes corrects montraient des motifs d'usure qui racontaient une histoire remarquable de fiabilité opérationnelle. Les parois des cylindres affichaient des rayures régulières, cohérentes avec des centaines d'heures de vol, tandis que les roulements de bielle montraient une dégradation minimale malgré un stress de combat évident. Le plus choquant était la simplicité de la conception du système de refroidissement. Des ailettes droites usinées, avec un équipement automatisé plutôt que les motifs courts complexes que les ingénieurs japonais avaient supposés nécessaires pour une dissipation thermique adéquate. Le démontage des moteurs américains révéla une philosophie de fabrication qui contredisait tout ce qu'on avait enseigné à Matsumura sur l'ingénierie de précision. Les tolérances étaient plus lâches que les normes japonaises n'accepteraient. Pourtant, les moteurs fonctionnaient de manière plus fiable que les radios Mamori construits selon des spécifications beaucoup plus strictes. Les concepteurs américains avaient apparemment optimisé pour des performances constantes plutôt que des performances maximales, acceptant une efficacité légèrement réduite en échange d'une maintenabilité considérablement améliorée. Les différences de construction de la cellule se révélèrent encore plus éclairantes. Les longues rondelles du V17 utilisaient des extrusions d'aluminium qui pouvaient être produites en masse sur des laminoirs avec renforcement concentré au point de contrainte élevé plutôt que distribué dans toute la structure. Les ingénieurs japonais avaient construit les ailes du Shenzan en utilisant des forgeages complexes, nécessitant un usinage individuel, créant des pièces théoriquement supérieures, mais pratiquement impossibles à fabriquer en grande quantité. Matsumura passa des heures à examiner les systèmes électriques du B7, s'émerveillant de la standardisation qui permettait de remplacer n'importe quel composant avec une formation minimale. Les faisceaux de câblage utilisaient une isolation codée par couleur, et des connecteurs standardisés, qui éliminaient les conjectures pendant la maintenance sur le terrain. Les câbles de commande étaient acheminés à travers des canaux accessibles avec des plaques d'inspection à intervalles réguliers, permettant aux mécaniciens d'identifier et de réparer rapidement les problèmes. Les systèmes électriques du Shenzan, en revanche, nécessitaient des connaissances spécialisées pour l'entretien, avec des connecteurs personnalisés et un acheminement caché qui rendait le dépannage un processus chronophage. L'installation de l'armement défensif révéla une autre différence fondamentale d'approche. Les positions de canon du B7 étaient conçues pour une installation et un retrait rapide,
avec des supports standardisés qui pouvaient accueillir différents types d'armes selon les exigences de la mission. Les alimentations de munitions utilisaient des systèmes mécaniques simples qui se bloquaient rarement, même sous le stress de manœuvres violentes. Les installations défensives japonaises mettaient l'accent sur la précision et la puissance de feu, avec des systèmes hydrauliques complexes qui offraient une précision supérieure, mais nécessitaient un ajustement constant par des armuriers qualifiés. Les systèmes de contrôle de vol dans la forteresse capturée fonctionnaient par des câbles et des poulies, qui semblaient presque primitifs comparés au système d'assistance hydraulique japonais. Pourtant, les pilotes américains rapportaient d'excellentes caractéristiques de maniabilité dans toutes les conditions. Les commandes mécaniques fournissaient un retour direct qui permettait aux pilotes de sentir les conditions de décrochage approchantes, tandis que les systèmes d'assistance hydraulique pouvaient masquer des attitudes de vol dangereuses jusqu'à ce que la récupération devienne impossible. La simplicité, réalisa Matsumura, n'était pas un signe d'ingénierie inférieure, mais une preuve d'une philosophie de conception supérieure. La conception du système de carburant démontra les priorités américaines avec une clarté brutale. Les réservoirs du B-17 étaient construits à partir de simples feuilles d'aluminium, avec des vessies en caoutchouc qui pouvaient être remplacées dans des conditions de terrain en utilisant des outils de base. La capacité d'auto-obturation provenait de composés de caoutchouc qui ferment automatiquement les petites perforations, offrant une protection sans mécanisme complexe qui pourrait échouer sous stress de combat. Les systèmes de carburant japonais utilisaient des pompes et des valves sophistiquées qui fournissaient une gestion précise du carburant, mais créaient de multiples points de défaillance qui pouvaient immobiliser les avions loin des bases d'origine. Alors que son équipe compilait leur analyse pendant l'été de 1942, Matsumura commença à comprendre l'ampleur de l'erreur stratégique du Japon. Les ingénieurs américains ne construisaient pas des avions individuels. Ils concevaient des systèmes de production qui pouvaient fabriquer des milliers d'avions en utilisant des travailleurs avec une formation limitée. Chaque composant était optimisé pour la production de masse, la maintenance sur le terrain et la fiabilité opérationnelle, plutôt que pour les performances maximales ou l'élégance d'ingénierie. Les chiffres racontaient l'histoire avec une clarté dévastatrice. La production de B-17 avait atteint 48 avions par mois dans l'installation de Boeing à Seattle Sol, avec des lignes de production supplémentaires prévues pour activation alors que les contrats militaires s'élargissaient. Chaque bombardier nécessitait environ 15 000 heures hommes pour être achevé, comparé à 32 000 heures hommes pour un seul prototype Shinzan. Les travailleurs américains pouvaient construire 3 forteresses volantes dans le temps dont les artisans japonais avaient besoin pour terminer un bombardier lourd. Les comparaisons d'utilisation de matériaux étaient tout aussi sobres. Un B-17 consommait 5,2 tonnes d'alliage d'aluminium, tandis que le Shin Season nécessitait 8,1 tonnes pour une capacité comparable. Les concepteurs américains avaient éliminé le matériel inutile par une analyse systématique de la distribution des contraintes, créant des structures qui étaient exactement assez solides pour répondre aux exigences opérationnelles, sans poids excessif, qui réduisait les performances. Les ingénieurs japonais avaient construit des structures plus solides que nécessaire, supposant que la force excédentaire était toujours préférable à la conception optimisée. Les différences de philosophie de maintenance devinrent apparentes en examinant les carnets de bord du bombardier capturé, qui avait été récupéré intact du site de crash. Les escadrons de B-7 effectuaient une maintenance programmée en utilisant des procédures standardisées qui pouvaient être complétées par n'importe quel mécanicien formé sur le terrain. Les changements de moteur prenaient 6 heures en utilisant des outils communs, tandis que les réparations du système hydraulique ne nécessitaient que des connaissances mécaniques de base. La maintenance du Shenzison exigeait des spécialistes qui comprenaient les caractéristiques uniques de chaque avion, rendant les réparations au niveau de l'escadron impossibles dans des conditions de combat. Le plus révélateur était l'approche américaine de la réparation des dommages de combat. Les structures du B-7 étaient conçues pour échouer gracieusement, avec des dommages concentrés à des points spécifiques qui pouvaient être réparés en utilisant l'expédient de terrain. Les panneaux de pont en aluminium pouvaient être remplacés par des sections coupées d'autres avions, tandis que les réparations structurelles utilisaient des cornières d'aluminium standard, disponibles auprès de n'importe quel fournisseur industriel. Les avions japonais nécessitaient des pièces personnalisées, fabriquées selon des spécifications précises, rendant les réparations sur le terrain impossibles et forçant les avions endommagés hors service pendant des périodes prolongées. En octobre de 1942, Matsumura était parvenu à une conclusion qui remodelerait toute l'approche du Japon au développement de bombardiers stratégiques. Le B-7 n'était pas un avion supérieur en raison de technologies avancées ou de matériaux exotiques. Il était supérieur parce que les ingénieurs américains avaient résolu le problème correct. Au lieu de construire le bombardier parfait, ils avaient construit un bombardier qui pouvait être fabriqué, entretenu et opéré par des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Le chemin à suivre était clair mais décourageant. Le Japon devait abandonner complètement le programme Shinzan et recommencer avec la philosophie de conception américaine comme fondation. Mais 18 mois dans la guerre du Pacifique
le temps manquait pour des changements aussi fondamentaux d'approche. Le télégramme du quartier général de la marine impériale arriva à l'installation de Nakajima à Kizumi le 14 septembre 1943, portant des spécifications qui semblaient conçues plus pour aspirer que pour informer. Kenichi Matsumura lut les exigences 2 fois avant de poser le document sur sa table à dessin. Comprenant que l'état-major de l'amiral Yamamoto avait essentiellement ordonné à son équipe de violer les lois de la physique dans un délai de 18 mois. Vitesse maximale 370 miles par heure, plus rapide que tout bombardier lourd existant au monde. Plafond de service 33 000 pieds, assez haut pour opérer au-dessus de la plupart des chasseurs intercepteurs. Portée 4600 miles, avec charge de bombe réduite suffisante pour atteindre la côte ouest américaine en retour. Capacité de bombe 8800 livres maximum, suffisant pour dévaster les cibles industrielles. Les spécifications se lisaient comme une liste de souhaits écrite par des hommes qui n'avaient jamais calculé des rapports puissance-poids ou les exigences d'allocation d'aluminium. Mais Matsumura allait passer 18 mois à étudier les bicettes capturées, et les leçons tirées de la philosophie d'ingénierie américaine s'étaient cristallisées en une perspicacité révolutionnaire. L'erreur fondamentale du Japon avait été de copier le matériel américain, tout en ignorant la méthodologie américaine. Le nouveau bombardier, désigné GN Renzan, ou chaîne de montagne, abandonnerait entièrement le modèle DC-4E et adopterait les principes de conception qui rendaient les avions américains réussis. Les sessions de travail cet automne s'étendirent au-delà de Mini, alors que l'équipe de Matsumura rejetait chaque hypothèse qui avait guidé le développement d'avions japonais depuis les années 30. L'ingénierie japonaise, traditionnelle, mettait l'accent sur l'artisanat individuel et l'optimisation des composants, créant des avions qui étaient des merveilles technologiques, mais des cauchemars de fabrication. L'ingénierie américaine mettait l'accent sur l'intégration systématique et l'efficacité de production, créant des avions qui étaient assez bons pour être construits par milliers. La conception G800, qui émergea de ces sessions intensives, ne ressemblait à aucun bombardier japonais précédent. Des lignes épurées remplacèrent les courbes complexes. Un stabilisateur vertical unique élimina la configuration à double queue qui avait tourmenté la stabilité directionnelle du Shinzan. Les ailes montées à mi-hauteur fournirent une efficacité structurelle tout en améliorant l'accès pour les équipes de maintenance. Chaque composant était conçu pour la fiabilité d'abord, les performances ensuite et la facilité de fabrication troisièmement. Des priorités qui inversaient la philosophie traditionnelle de développement d'avions japonais. La sélection du groupe motopropulseur s'avéra critique pour le succès de l'ensemble du programme. Au lieu d'adapter des moteurs existants, Matsumura convainquit l'approvisionnement de la marine de financer le développement du radial Nakajima NK9KL Omare, spécifiquement pour la mission G8N. Chaque moteur produirait 2000 chevaux au réglage de puissance militaire, fournissant 8000 chevaux totaux pour soulever un avion conçu pour peser 38 360 livres à vide. Le rapport puissance-poids correspondrait enfin aux normes américaines tout en dépassant des performances américaines. Les moteurs Omar incorporaient les leçons tirées des démontages de Seconds Correct, mettant l'accent sur la fiabilité opérationnelle plutôt que les performances maximales. Les ailettes de refroidissement des cylindres utilisaient des conceptions simplifiées qui pouvaient être produites en masse, tandis que les composants internes étaient fabriqués selon des tolérances qui équilibraient la précision avec la vitesse de production. Les systèmes de suralimentation étaient optimisés pour le fonctionnement à haute altitude, fournissant une puissance de sortie complète à des altitudes où les chasseurs intercepteurs auraient du mal à maintenir la formation. La construction de la cellule abandonna les forgeages complexes et l'usinage personnalisé qui avait rendu le Shin-Season d'un coût prohibitif à fabriquer. Les longerons d'ailes du G800 utilisaient des extrusions d'aluminium qui pouvaient être produites sur des laminoirs standards avec renforcement concentré au point de contrainte élevé, plutôt que distribués dans toute la structure. Les panneaux de peau étaient conçus pour le remplacement en utilisant des outils d'atelier communs, permettant la réparation des dommages de combat dans des conditions de terrain. La conception du système électrique reflétait une compréhension durement acquise des exigences de maintenance au combat. Des connecteurs standardisés et le câblage codé par couleur éliminaient les conjectures pendant les réparations, tandis que l'acheminement accessible permettait aux mécaniciens de tracer rapidement les problèmes. La distribution d'énergie utilisait des systèmes de bus de style américain éprouvés, plutôt que les réseaux de commutation complexes qui avaient fait des réparations électriques du Shinzan une tâche spécialisée nécessitant des jours de dépannage. La conception du système de carburant privilégiait la survie sans compromettre la maintenabilité. Les réservoirs auto-obturants utilisaient des vessies en caoutchouc qui pouvaient être remplacés par des mécaniciens au niveau de l'escadron, tandis que les pompes à carburant et les valves étaient positionnés pour un accès facile pendant la maintenance programmée. Le système fournissait une gestion précise du carburant pour les missions à longue portée, tout en éliminant l'automatisation complexe qui avait créé de multiples points de défaillance dans les conceptions antérieures. Le placement de l'armement défensif équilibrait la puissance de feu avec l'intégrité structurelle,
évitant les pénalités de poids qui avaient tourmenté les bombardiers japonais précédents. Les positions de canon utilisaient des supports standardisés qui pouvaient accueillir différents types d'armes, tandis que les alimentations de munitions s'appuyaient sur des systèmes mécaniques qui fonctionnaient de manière fiable sous manœuvre violente. L'installation fournissait une couverture complète, sans créer de problème de traînée ou de poids, qui compromettrait les performances de vol. Le premier prototype G-Vitan sortit du hangar d'assemblage final de Nakajima le 23 août 1944. Sa peau argentée en aluminium brillait sous les lampes de travail qui brûlaient en continu depuis 3 mois. Matsumura supervisa personnellement l'inspection pré-vol, vérifiant les systèmes qui représentaient 4 années de connaissances accumulées sur ce qui rendait les avions performants en conditions de combat. Le pilote d'essai, le capitaine Tiichi Shirani, termina son premier vol le 23 octobre 1944, signalant des caractéristiques de maniabilité qui dépassaient toutes les attentes. La vitesse maximale de 368 miles par heure à 26 245 pieds valida les calculs de conception qui avaient prédit des performances de niveau américain à partir de la fabrication japonaise. Les tests de plafond pratique confirmèrent que l'avion pouvait opérer à 33 465 pieds, bien au-dessus de la bande d'altitude où la plupart des chasseurs d'interception maintenaient leur efficacité au combat. Les tests d'autonomie se révélèrent tout aussi impressionnants avec une distance maximale de 4639 miles démontrée lors de vols de consommation de carburant soigneusement surveillés. Le G-8N pouvait atteindre des cibles sur la côte ouest américaine et retourner aux bases des îles Mariannes, fournissant enfin au Japon la capacité de bombardement stratégique promise depuis le début de la planification de Pearl Harbor. Mais alors même que le troisième prototype achevait les essais d'acceptation à l'aérodrome de Koizumi au début de 1945, la situation stratégique qui avait justifié le programme G-8M s'effondrait sans retour possible. Les superforteresses américaines B-29 détruisaient systématiquement la capacité industrielle japonaise, tandis que les avions basés sur porte-avions opéraient librement au-dessus des îles métropolitaines. L'aluminium nécessaire à la production du G-8N était détourné vers des programmes de chasseurs défensifs, qui offraient une protection plus immédiate contre la campagne de bombardement qui réduisait les villes japonaises en cendres et en décombres. Seuls 4 prototypes GN seraient achevés, avant que la capitulation du Japon ne mette fin définitivement au programme. L'avion, qui résolvait enfin le problème du bombardier stratégique japonais, était arrivé trop tard pour influencer l'issue de la guerre. Un chef-d'œuvre d'ingénierie rendu sans objet par une arithmétique industrielle qu'aucune brillance technique ne pouvait surmonter. Matsumura regarda le 4e prototype rouler jusqu'à sa position de stationnement le 10 août 1945. Sachant que les équipes techniques américaines arriveraient bientôt pour examiner ce que l'ingénierie japonaise pouvait accomplir lorsqu'elle était libérée des contraintes de la copie de conceptions étrangères. Le G-8N représentait tout ce que le Japon avait appris sur la construction d'avions de la bonne manière. Mais apprendre la bonne manière avait pris trop de temps pour avoir une importance stratégique. L'annonce de la capitulation parvint à l'installation Nakajima de Koizumi à midi le 15 août 1945, transmise par des haut-parleurs radio qui crépitaient de parasites, tandis que la voix de l'empereur Hirohito informait le peuple japonais que la guerre était terminée. Kenichi Matsumura se tenait dans le hangar d'ingénierie à côté du 4e prototype G-8M, regardant son équipe de 200 spécialistes absorber la réalité que 4 années de développement intensif s'étaient conclues par la défaite inconditionnelle du Japon. À l'extérieur du hangar, les superforteresses américaines B-29 poursuivaient leur destruction systématique de la capacité industrielle japonaise. Leur traînée de condensation, visible à des altitudes que le G-8N pouvait théoriquement atteindre, mais ne défierait jamais opérationnellement. L'ironie était complète. Le Japon avait enfin créé un bombardier stratégique capable d'égaler les performances américaines, au moment même où les bombardiers stratégiques américains finissaient d'éliminer la capacité du Japon à fabriquer des avions en quantité significative. Les chiffres qui définissaient l'échec ultime du programme étaient gravés dans la mémoire de Matsumura avec une précision mathématique. 4 prototypes G-8N achevés contre 12 731 forteresses volantes B-17 construites par les usines américaines. 4 avions qui représentaient le summum de la réussite technique japonaise contre une chaîne de production américaine qui livrait plus de bombardiers en un seul mois que le Japon n'en avait construit en 4 années d'efforts concentrés. Les équipes de renseignement technique américaines arrivèrent à Kisumi le 3 septembre 1945. Dirigées par le colonel Harold Watson de l'unité de renseignement technique de l'armée de l'air, Matsumura mena personnellement l'examen des prototypes G-8N, expliquant les décisions de conception et les caractéristiques de performance aux ingénieurs américains qui abordaient l'avion avec une curiosité professionnelle plutôt qu'une satisfaction triomphante. Les avions allemands et japonais capturés qu'il documentait représentaient des réalisations technologiques arrivées trop tard pour influencer l'issue de la guerre. L'évaluation du colonel Watson, consignée dans des rapports techniques qui resteraient classifiés pendant des décennies, reconnaissait les capacités impressionnantes du G-8M,
tout en soulignant les limitations industrielles qui avaient condamné le programme. La vitesse maximale de 368 miles par heure dépassait les premières données de performance du B-29, tandis que le plafond pratique de 33 465 pieds correspondait aux normes des bombardiers lourds américains. La capacité d'autonomie de 4600 miles aurait permis des frappes contre les États-Unis continentaux depuis des bases dans les îles Marshall, mais les spécifications de performance ne racontaient qu'une partie de l'histoire. L'équipe de Watson calcula que la fabrication d'un seul jet nécessitait environ 42 000 heures-hommes de main-d'œuvre qualifiée, contre 18 000 heures-hommes pour une superforteresse B-29 construite sur les chaînes de production automatisées de Boeing. L'artisanat japonais produisait des avions techniquement supérieurs en leurs composants individuels, mais la production de masse américaine créait des avions stratégiquement décisifs par simple supériorité numérique. L'analyse de la consommation de matériaux révéla des contrastes encore plus marqués. Chaque prototype G8N consommait 8,7 tonnes d'alliage d'aluminium, tandis que les bombardiers lourds américains utilisaient en moyenne 6,2 tonnes grâce à l'optimisation systématique de la conception structurelle. La production totale d'aluminium du Japon en 1944 atteignit un pic de 142 000 tonnes, théoriquement suffisant pour construire 16 000 bombardiers G8N si aucun autre avion n'était fabriqué simultanément. La production américaine d'aluminium en 1943 dépassa 920 000 tonnes, soutenant la production simultanée de chasseurs, bombardiers, avions de transport et biens civils sans conflit d'allocation de ressources. Matsumura se retrouva à expliquer aux interrogateurs américains les différences philosophiques qui avaient façonné le développement des avions japonais tout au long de la guerre. L'ingénierie japonaise traditionnelle mettait l'accent sur la perfection des composants individuels, créant des avions qui étaient des merveilles de fabrication de précision, mais des cauchemars de complexité de production. L'ingénierie américaine mettait l'accent sur l'intégration de composants adéquats dans des systèmes efficaces, créant des avions qui pouvaient être fabriqués par des ouvriers avec une formation minimale, utilisant des procédures standardisées. La comparaison du développement des moteurs se révéla particulièrement éclairante pour les équipes techniques américaines, étudiant les leçons tirées de la guerre du Pacifique. Les moteurs radio NK9KL Omare du G8N généraient 2000 chevaux chacun grâce à des systèmes de suralimentation qui représentaient la technologie japonaise de pointe, mais nécessitaient des révisions complètes toutes les 120 heures de vol, en raison de limitations métallurgiques dans les composants hautement sollicités. Les Cyclone Wright Air Drami 350 du B-29 produisaient 2200 chevaux tout en fonctionnant 400 heures entre les entretiens majeurs grâce à une ingénierie de fiabilité systématique qui privilégiait la disponibilité opérationnelle plutôt que les performances de pointe. Les différences de philosophie de fabrication s'étendaient à chaque aspect de la production d'avions. Les longes rondelles du G8N étaient usinées à partir de billettes d'aluminium massifs, utilisant un outillage de précision qui nécessitait des heures de temps de réglage pour chaque composant. Les longes rondelles du B-29 étaient assemblées à partir d'extrusion d'aluminium et d'emboutissage de tôle qui pouvaient être produits en masse à l'aide de machines automatisées exploitées par des ouvriers semi-qualifiés. Les méthodes japonaises produisaient des composants structurellement supérieurs, mais les méthodes américaines produisaient des composants adéquats en quantité qui submergeaient tout avantage de performance. L'analyse des exigences de maintenance révéla des réalités opérationnelles qui avaient été invisibles pendant le développement en temps de paix. Les systèmes du G8N nécessitaient des outils spécialisés et des mécaniciens formés pour la maintenance de routine, rendant les réparations au niveau de l'escadron impossibles dans les conditions de combat. Les systèmes du B-29 étaient conçus pour la maintenance par des mécaniciens avec une formation de base, utilisant des outils courants disponibles sur n'importe quel aérodrome avancé. Une superforteresse endommagée pouvait être remise en état de combat en quelques heures, tandis qu'un G8N endommagé nécessiterait des semaines de travaux de réparation spécialisés dans les grandes installations de maintenance. En octobre 1945, les équipes techniques américaines avaient achevé leur documentation des programmes de développement d'avions japonais et atteint des conclusions qui influenceraient les achats militaires d'après-guerre pendant des décennies. L'excellence technique sans capacité industrielle était stratégiquement sans signification. L'avion le plus sophistiqué au monde ne pouvait pas compenser les limitations fondamentales en capacité de fabrication et en allocation de ressources. L'entretien final de Matsumura avec le colonel Watson eut lieu à côté du 4e prototype G8N le 8 novembre 1945, alors que les équipages de transport américains se préparaient à expédier l'avion à Wright Field pour une analyse détaillée. La conversation ne porta pas sur les spécifications techniques, mais sur les facteurs systémiques qui avaient déterminé l'issue de la guerre, malgré les réalisations japonaises en matière de performance des avions individuels. L'arithmétique dévastatrice de la guerre industrielle avait rendu l'excellence technique sans objet. Plus de forteresses volantes B-17 avaient été abattues au-dessus de l'Allemagne, 4750 avions, que le Japon n'avait construit de tout type de bombardiers lourds combinés pendant toute la guerre. Les usines américaines
remplaçait les pertes au combat plus rapidement que les usines japonaises ne pouvaient produire de nouveaux avions, créant une impossibilité mathématique qu'aucune sophistication technique ne pouvait surmonter. L'évaluation finale de Watson, consignée dans des rapports classifiés qui façonneraient la compréhension américaine de la guerre industrielle pour l'ère de la guerre froide, soulignait des leçons qui s'étendaient bien au-delà du développement d'avions. La victoire appartenait non pas aux nations qui construisaient les meilleures armes, mais aux nations qui construisaient des armes adéquates en quantités écrasantes. Le Gaden Renzan représentait tout ce que l'ingénierie japonaise pouvait accomplir lorsqu'elle était libérée des contraintes de ressources. Mais les contraintes de ressources étaient la réalité fondamentale de la guerre moderne. Matsumura regarda le 4e prototype disparaître dans la soute d'un avion de transport américain. Comprenant que la plus grande réalisation de son équipe servirait d'exposition de musée, plutôt que d'armes opérationnelles. 4 années de développement intensif avaient produit un avion qui aurait pu changer la trajectoire de la guerre s'il avait été fabriqué en quantité que le Japon n'a jamais été capable d'atteindre. La leçon apprise trop tard était simple.